Bonjour à tous, aujourd'hui je retrouve Brice Lemoine, maire du village Baïsé à Grenoble. Je ne vous fais pas plus attendre, on le retrouve tout de suite pour un nouveau Get Talk. Hello Brice, merci d'être parmi nous pour ce 7e Get Talk aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. On va commencer tout de suite avec la première question. Tu vas me donner un chiffre entre 10 et 30. Je vais dire 20. Ok, bah t'as 20 secondes pour nous pitcher le village Baïsé. Parfait. Alors, le village Baïséa, c'est un réseau d'accélérateurs à l'échelle nationale et internationale, puisqu'aujourd'hui, il y a 37 villages en France et 2 villages en Italie, qui sont des accélérateurs de start-up. Et l'idée, c'est un peu partout en France de créer des lieux où des start-up vont pouvoir être accueillis, travailler et être mis en relation avec des partenaires qui sont des PME, des ETI, des grands groupes, qui sont là à la fois pour accompagner les start-up, mais également pour pouvoir faire du business avec ces start-up. Ici, on est dans le village Baïsé de Grenoble. On accueille 17 startups. On est ouvert depuis 2017. Et ces 17 startups sont accompagnées par une dizaine de partenaires corporate et une dizaine de partenaires institutionnels, qui vont être des écoles, comme GEM par exemple, ou d'autres entités comme le CE. Donc du coup, au niveau de la sélection des startups, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est en fonction du secteur d'activité, du stade de maturité? Qui c'est qui est en charge des sélections? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Alors, sur l'ensemble des villages, les startups sont sélectionnées à l'issue d'un process qui est assez simple, qui est appel à candidature, présélection des startups, entretien final, et puis passage devant un comité de sélection. Ce comité de sélection, il est composé de l'ensemble des partenaires. La start-up pitch 10 minutes, à 10 minutes de questions-réponses. Les partenaires ensuite délibèrent entre eux. Et puis la start-up est prise ou non à l'issue des votes des partenaires à l'issue de ce comité. Ça, c'est le process qui est un petit peu de sélection. Mais le plus intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui finalement nous intéresse, nous, en tant que village, dans les start-up qu'on accompagne. Le village Baïséa, au niveau du réseau, est quand même un réseau d'accélérateurs qui est plutôt généraliste. Il y a bien des villages en France qui sont spécialisés en fonction des spécificités du territoire sur certaines zones. Par exemple, à Brest, typiquement, on est sur les niveaux de la mer. Mais ici, à Grenoble, on est vraiment un accélérateur qui est généraliste. Et l'idée, c'est de sélectionner surtout des startups qui vont pouvoir avoir des interactions qui vont être riches avec nos partenaires. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont les partenaires qui votent pour sélectionner les startups. Mais quand on parle d'interactions qui sont riches, c'est plutôt lié au niveau d'avancement de la startup. Pas forcément au niveau de la création de l'entreprise, la date de création de l'entreprise ou les levées de fonds qu'elle a réalisées, mais plutôt justement la typologie d'interaction qu'elle va pouvoir avoir. Au village, on accompagne les startups sur 2 ans. L'idéal, vraiment le schéma classique et idéal, ce serait de dire qu'on intègre une startup qui est plutôt en amorçage et qui va pouvoir, sur la première année d'accompagnement, échanger avec les partenaires pour structurer son offre, structurer son produit, structurer son service, et puis le faire maturer pour arriver à un point où, après une année d'accompagnement, elle soit en mesure d'échanger avec les partenaires du village de Grenoble, mais aussi les partenaires de l'ensemble du réseau des villages, pour pouvoir faire typiquement du business. Et c'est vraiment ça l'idée en fait avec le village, c'est à la fois d'avoir une notion accompagnement, mais aussi avoir une notion de business avec les partenaires de l'ensemble du réseau des villages. Donc aujourd'hui, quand on parle de business, ça marche très très bien sur Grenoble, puisqu'aujourd'hui on est à plus d'une vingtaine de véritables coopérations qui ont été signées entre des startups du village de Grenoble et des partenaires du village de Grenoble. Mais à l'échelle nationale, on vient de lancer une plateforme qui est justement pour mettre en relation toutes les startups du réseau des villages avec tous les partenaires des réseaux des villages. Donc ça fait 600 startups, 600 partenaires. Et l'idée, c'est que tout ce que j'évoquais là, de l'objectif d'accompagnement du village, c'est que ça soit démultiplié à l'échelle des 600 startups et 600 partenaires. Ok, et quels sont les enjeux, quand on est incubateur, quels sont les enjeux d'accompagnement auprès des entrepreneurs lorsqu'on est un incubateur? Les enjeux d'accompagnement pour les startups, ils sont vraiment multiples et ça dépend vraiment de chacune des startups. Forcément, lorsqu'on est sur des startups qui sont sur du hardware, il y a des véritables enjeux sur l'industrialisation, ce genre de choses. Mais je dirais qu'au sein du village et sur la typologie actuellement qu'on a de startups sur Grenoble, qui sont principalement des startups dans le logiciel,
L'idée, le véritable enjeu, c'est de faire en sorte qu'on ait une start-up qui, au sein du village, arrive vraiment à peaufiner son offre pour faire en sorte que l'offre réponde à un besoin réel de ses clients. Ça, c'est toujours une phrase qui est un petit peu bateau, qu'on entend souvent, de dire il faut que les startups répondent à un véritable problème sur le marché, etc. Mais à faire... Dans les faits, c'est compliqué en fait. C'est marrant parce que quand on voit la phrase, ça paraît bête en fait, hein, simplement de dire il faut résoudre un vrai problème. Mais dans les faits, avoir des retours concrets du marché, surtout en B2B, parfois c'est très compliqué. En B2C, aujourd'hui, on arrive à avoir avec le crowdfunding des solutions qui marchent bien pour tester le marché. Mais en B2B, c'est très difficile de pouvoir échanger avec des personnes qui sont des potentiels clients et qui puissent faire un retour sincère sur le fait de dire ok, ben, cette offre, ce service, il nous intéresse, on serait client à tel prix, par exemple, sur tel modèle économique, ou au contraire de dire oui, effectivement, c'est très intéressant, ça répond à un de nos besoins, et par contre, nous, on ne serait pas client pour telle raison, parce que il peut y avoir 10 000 sujets. Un sujet souvent d'ailleurs sur lequel on a des exemples, c'est un sujet de négliger finalement le coût d'adoption du produit pour le client et de dire bah tiens, je fais une super solution logicielle, mais pour que mon client l'intègre chez lui, ça demande de l'intégration auprès de tous les systèmes d'information, ça demande de la formation de l'ensemble des collaborateurs qui vont l'utiliser ou ce genre de choses. Et l'objectif du village, bah, c'est de mettre en relation avec potentiellement des futurs clients, mais surtout en fait des partenaires qui sont ultra bienveillants et qui vont pouvoir rencontrer les startups et leur faire un retour réel, de dire oui, le produit nous intéresse, nous, il ne nous intéresse pas, et s'il nous intéresse, ça serait à telle condition, et s'il ne nous intéresse pas, pourquoi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il puisse, pour que l'on puisse devenir client. Donc c'est une vraie valeur ajoutée du village qui est de dire on va trouver des prospects réels, et qui sont véritablement dans une bienveillance pour co-construire l'offre avec la startup. Et pour moi, c'est vraiment l'enjeu principal, puisque très souvent, on peut se trouver dans des cas de figure où finalement, c'est ce qu'on appelle... enfin, voilà, le product market fit, il paraît évident, mais finalement, il ne l'est pas tant que ça. Ok, et selon toi, quelle est la chose la plus importante à leur apporter durant tout l'accompagnement ? Encore une fois, il y a énormément de choses. Si je devais en sélectionner une, bah c'est le réseau. C'est simplement le réseau. Alors c'est une valeur qui est commune avec beaucoup d'accélérateurs, de dire que les startups ne doivent pas rester seules, elles doivent beaucoup échanger avec les autres, etc. Et je dirais que c'est aussi une grosse valeur ajoutée du village, de dire d'avoir un réseau qui est absolument énorme. Mais au travers de ce réseau, on va trouver finalement... tout ce qui va permettre à l'entrepreneur de se développer sereinement. Au travers de ce réseau, on va le dire, je l'exposais tout à l'heure, trouver des prospects, des partenaires, on peut trouver des investisseurs, on va trouver très souvent aussi ses premiers salariés, qui fonctionnent aussi beaucoup par le réseau. Donc pour moi, vraiment, la dimension de réseau, c'est quelque chose qui est très important, que ce soit pour une start-up qui va devoir avoir un cycle de vente, il va devoir rencontrer ses clients, etc. Puisque souvent le réseau marche beaucoup, hein, les premières ventes se font aussi beaucoup au travers de ce réseau, ce networking. Mais également pour des startups qui sont beaucoup plus SaaS, qui rencontrent probablement jamais leurs clients physiquement. Le réseau a quand même vraiment une importance dans la construction de l'offre de la startup et dans la construction aussi individuelle de l'entrepreneur, j'ai envie de dire. Ok, et tu nous as parlé juste avant du process de sélection donc, des startups. Et du coup, le choix, au final, comment il se fait ? Est-ce que c'est en fonction de la potentialité de réussite du projet, de l'équipe, du projet en lui-même ? Un petit peu de tout ça, effectivement. Nous, on a quand même la volonté d'accompagner quand on dit des startups, il y a tout un tas de définitions. Pour nous, c'est surtout des projets qui ont une grande ambition, qui cherchent vraiment à devenir leader sur leur segment. Après, on peut disserter pendant longtemps sur la nature de l'innovation, rupture ou pas. Nous, c'est vraiment cette notion d'ambition qui est importante, puisque au travers des villages, lorsque le groupe Crédit Agricole a initié les villages, l'idée c'était véritablement aussi de favoriser la dynamique du territoire et de créer de l'emploi sur le territoire.
Et donc cette notion d'ambition, elle est importante, puisqu'en général, une entreprise qui grossit et qui devient leader sur son secteur, c'est quand même souvent une entreprise qui ensuite fait marcher le territoire et recrute des personnes. Donc ce critère d'ambition, il est hyper important pour nous. Et ensuite, je dirais que on va avoir 3 critères qui sont assez subjectifs finalement. Le premier critère, c'est d'être en adéquation avec la philosophie du village. Alors qu'est-ce que ça veut dire être en adéquation avec la philosophie du village? C'est assez simple. Depuis sur cette interview, là, j'ai déjà parlé de réseau, d'accompagnement. On n'a pas particulièrement parlé du lieu physique, mais ici on est sur un lieu physique, on accueille les startups, donc elles ont des bureaux, et on a un parti pris qui est très fort au sein du réseau des villages, qui est de dire que dans chaque village, on crée un lieu qui s'appelle la place du village, et qui est le lieu qui va matérialiser toutes les connexions et tout le réseautage qu'on peut faire au sein du village. C'est-à-dire que c'est sur la place du village qu'on va prendre le café, que l'on va déjeuner à midi, qu'on va faire les ateliers, qu'on va faire de l'événementiel aussi. Et tous les événements du village ont lieu sur la place du village. Donc c'est un lieu qui est hyper important. Et quand on parle de ça, finalement, on parle de partage. Et pour nous, être en adéquation avec la philosophie du village, c'est être sur ces valeurs de partage. Et c'est de dire, quand on accompagne une start-up, on ne cherche pas à accompagner une start-up qui est uniquement là pour les locaux. On veut accompagner une start-up qui ira sur la place du village, rencontrer d'autres entrepreneurs, parler avec les mentors du village, parler avec les partenaires du village, mais véritablement une start-up qui soit dans cette notion de start-up, de partage, pour que finalement le réseau fonctionne et que la mayonnaise prenne. Donc cette adéquation avec la philosophie du village, pour nous, c'est vraiment hyper important. Donc c'est le partage. C'est le partage. On a également la notion après qui est tout à fait classique, mais qui est de dire la capacité d'écoute. On a un système d'accompagnement des startups avec des mentors qui sont des entrepreneurs qui accompagnent nos start-upers qui sont des jeunes entrepreneurs. Et l'idée, c'est qu'il y ait effectivement cette notion de partage, mais aussi vraiment une capacité d'écoute, puisque quand on parle de start-up, on parle de projet qui est jeune. Je le disais tout à l'heure, une offre de service ou un produit qui est encore à définir. Et c'est véritablement la capacité d'écoute qui va permettre justement d'adapter son produit en fonction des retours à la fois des accompagnants, à la fois des prospects. Donc vraiment une capacité d'écoute qui est importante. Et puis le troisième aspect, ça va être plutôt l'aspect que j'évoquais tout à l'heure par rapport au niveau de développement, qui est de dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une start-up à laquelle on puisse vraiment apporter quelque chose. Et pour qu'on puisse vraiment apporter quelque chose, il faut qu'elle soit sur un niveau de développement qui est assez précis, suffisamment amorçage pour que notre accompagnement ait de la valeur dans la construction du produit, et puis qu'il puisse quand même commencer à rencontrer le marché à partir de la première année pour avoir des vrais retours concrets auprès du réseau des villages. Ok, et petite question, est-ce qu'on peut prévoir le succès d'une start-up, et si oui, comment? Alors la réponse est assez simple, non, on ne peut pas prévoir le succès d'une start-up. Pour moi, il y a vraiment trop de critères qui entrent en jeu. On ne peut pas prévoir le succès d'une start-up. On peut effectivement aligner un certain nombre de critères qui vont permettre de faire en sorte que la start-up aura plus de chances de réussite. Mais prévoir le succès d'une start-up, ça serait un petit peu trop facile. Et puis à l'appui de ça, je mettrais peut-être les statistiques des fonds d'investissement qui œuvrent plutôt sur de l'amorçage. Et quoi qu'il en soit, quelle que soit la sélection qu'on fait, etc., on peut arriver à accrocher un niveau de rentabilité, mais qui reste très faible sur de l'amorçage, avec, quoi qu'il en soit, un certain nombre de startups qui n'arrivent pas à rencontrer le succès lorsqu'elles mettent sur le marché. Ok, et il y a de plus en plus de startups qui font appel à des étudiants. Est-ce que tu penses qu'il y a une raison à tout ça? Quel est l'apport des étudiants finalement qui s'impliquent dans les projets des startups? Alors effectivement, il y a beaucoup de startups qui font appel à des étudiants. Il y a plusieurs raisons à ça. Je dirais déjà que une des premières raisons, c'est déjà le format. De dire quand on fait appel à des étudiants, on fait souvent appel à des étudiants au travers de stages, d'alternances, qui sont des formats qui sont plutôt facilitants pour les startups.
déjà pour des raisons financières par exemple, mais également pour des raisons d'une mission déterminée sur une durée déterminée, qui peut être un véritable atout sur une start-up. Au niveau des stages, on a aussi le fait de dire que ça peut, au même titre qu'une mission de consultant par exemple, à vous permettre d'avoir un regard à un instant T sur une chose, sur une stratégie marketing ou ce genre de choses. Pourquoi pas apporter aussi un regard neuf. Donc c'est véritablement une des plus-values à faire appel à des étudiants. Je pense aussi que le fait de faire appel à des étudiants peut être aussi une bonne solution pour le recrutement. Et le recrutement après vers des contrats autres que des stages et alternances, puisqu'on le voit d'ailleurs auprès des startups du village, on a des alternants qui ont été renouvelés par la suite en CDI. Et que c'est une bonne formule à la fois pour la startup pour connaître le futur employé, et pourquoi pas aussi pour l'étudiant de connaître un petit peu ce qu'est la vie de la startup, qui parfois peut être idéalisée, et de voir concrètement comment ça se passe au sein d'une startup lorsqu'on travaille en tant que premier salarié ou salarié cofondateur. Intégrer une startup, c'est vraiment véritablement une expérience unique, et c'est important déjà, je pense, de pouvoir déjà toucher du doigt ça au travers d'un premier stage ou d'une première alternance. Ok, et là, on est dans de très beaux locaux. Est-ce que selon toi, il y a une relation entre la créativité et le lieu de travail? Est-ce qu'il y a vraiment un fossé entre être membre d'un incubateur ou être en home office? C'est une question d'actualité. Oui, je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée sur les locaux. Au sein du village, ici, sur Grenoble, aujourd'hui, on est au sein du bâtiment totem de la French Tech. On a 450 mètres carrés. On a essentiellement des bureaux avec la place du village et des salles de réunion. Et on le voit déjà, le fait d'avoir justement cette place du village, c'est déjà une grosse valeur ajoutée, je le disais tout à l'heure, pour les échanges, le partage. Et issu de ces échanges et partages, franchement, clairement, ouais, ça favorise la créativité. D'ici un an, on déménagera sur un autre village qui sera plus grand, puisqu'on va passer de 450 mètres carrés à plus de 2000 mètres carrés. Et là, on aura encore des espaces qui seront encore plus dédiés à la créativité, avec justement des salles de créativité, des salles de réunion qui auront des dispositions un petit peu particulières, etc., pour favoriser tout ça. Et moi, je suis vraiment convaincu, effectivement, de l'impact des locaux pour la créativité, que ce soit simplement le fait d'être ensemble. On peut effectivement recréer ça avec de la visio, etc. Et c'est vrai que ça marche très bien, mais ça marche encore mieux quand on est véritablement ensemble sur un même lieu physique. Et ça favorise vraiment effectivement la créativité. Et après, je pense que si on parle de bien-être et de bonheur au travail, quelque part, le fait d'être dans un lieu confortable, chaleureux, dans lequel on se sente bien, ça nous met dans une prédisposition mentale qui est hyper favorable en fait pour la créativité et pour faire des choses ensemble. Et c'est en ça finalement que le lieu physique, il est hyper important. Et c'est en ça du coup que sur le prochain village, on va vraiment œuvrer à créer le plus de lieux qui vont permettre justement à la fois aux start-upers, mais aussi à l'ensemble des collaborateurs, à l'ensemble du réseau, de faire en sorte que lorsqu'ils viendront au village, ils seront dans un mindset qui sera hyper favorable à la créativité, parce qu'ils se sentiront tout simplement à l'aise et bien, et qu'ils auront les bonnes infrastructures pour faire tout ça. Et pour toutes vos startups qui sont aujourd'hui pas dans vos locaux du fait de la situation sanitaire, est-ce que tu penses qu'elles peuvent retrouver derrière leur ordinateur l'esprit de la place du village ou... Alors oui, c'est des choses qu'on s'efforce à faire. Aujourd'hui, on a déployé plein de choses avec à la fois le premier confinement et les deuxièmes confinements. Je dirais que on a toujours dit en fait que le village, effectivement, c'était un réseau, qu'il y avait en plus de ce réseau ces lieux physiques, mais ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on a mis en place avec l'ensemble des villages en France des webinars. Donc toutes les semaines, il y a plusieurs webinars qui ont lieu sur des points très spécifiques. L'accompagnement mentorat des startups sur Grenoble continue toujours de se faire via
en visio avec les mentors. On fait vraiment tout un tas de choses. Les ateliers continuent aussi en visio. Donc clairement, la dynamique du village continue vraiment de fonctionner, même si le lieu physique est aujourd'hui pas tout à fait accessible pour les startups. Ceci étant dit, vraiment je trouve que il manque quand même une composante. Clairement, il manque quand même une composante, et tout ce que j'évoquais sur le lieu, la place du village, etc., clairement, justement, les rencontres complètement fortuites manquent aujourd'hui. Et le fait de dire que sur la place du village, on va simplement boire un café, on n'avait pas prévu de discuter avec un tel, mais finalement, on le rencontre et on échange, et puis quelqu'un d'autre passe et entend ce qu'on est en train de dire et vient s'ajouter à la conversation. Et puis finalement, on venait avec simplement un petit problème en tête, mais on n'avait pas prévu de prévoir un rendez-vous pour régler ce problème. Et simplement avec les échanges autour de la machine à café et les feedbacks d'autres start-upers, on a pu avoir des réponses à son problème. Ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas aujourd'hui très bien en distanciel. Donc clairement, la valeur ajoutée du lieu, elle est toujours présente, et on a quand même bien hâte de faire en sorte que les villages rouvrent et que tout le monde puisse revenir sereinement. Donc vous êtes un incubateur poussé par le Crédit Agricole, comme tu nous l'as rappelé plus tôt. Quel est l'apport de ce partenariat concrètement ? Alors effectivement, on est même plus que partenaire du groupe Crédit Agricole, puisqu'en fait c'est le groupe Crédit Agricole qui a créé les villages. Le sujet est très simple, il faut se replacer dans les années 2010, début des années 2010. En 2010, on parlait beaucoup de startups, je replace dans le contexte, c'était les réseaux sociaux, etc. Ça a beaucoup évolué finalement en une décennie. Et les startups étaient, et d'ailleurs on fait le constat aujourd'hui, on peut le vérifier avec la composition du Next 40, sont toujours très centralisées à Paris. Or, le groupe Crédit Agricole, c'est un groupe de caisses régionales, c'est un groupe coopératif qui est composé de caisses régionales. Donc il y a 39 caisses régionales qui sont sur l'ensemble des territoires. Et le propre d'une caisse régionale est de dire que ses clients sont sur son territoire. Donc typiquement ici sur Grenoble, on est sur la caisse régionale Sud-Rhône-Alpes qui fait les départements de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche. Et l'ensemble des clients de cette caisse régionale sont situés sur ces 3 départements. Et donc en 2010, face à ce constat de centralisation, il y a une réflexion qui a été menée au niveau du groupe, qui était de dire comment est-ce que le groupe Crédit Agricole, avec ses caisses régionales, peut faire pour favoriser l'émergence des startups sur les territoires. Donc, il y a toute une étude qui a été faite en analysant un petit peu le constat, les forces du groupe Crédit Agricole, les leviers d'action du groupe Crédit Agricole. Et ce qui a été retenu, ça a été le fait de dire que les caisses régionales sur chacune de leurs territoires avaient un réseau hyper important avec plein de clients, que ce soit des particuliers mais aussi beaucoup de clients entreprises et plein de partenaires institutionnels, et que finalement c'était ce réseau que le groupe Crédit Agricole pouvait mettre à profit des startups. Et donc c'est comme ça qu'en fait finalement sont nés les villages by CA, et l'idée c'était de créer donc du coup un lieu physique sur chaque caisse régionale qui permette de mettre en relation les startups qui seraient accompagnées sur ce lieu physique avec l'ensemble du réseau, des caisses régionales localement. Et donc c'est comme ça qu'aujourd'hui on voit qu'il y a 37 villages qui sont créés en France. Certaines caisses régionales ont un village, d'autres caisses régionales ont plusieurs villages en fonction de la disposition du territoire. Quand les startups vous quittent, est-ce que vous maintenez le lien avec elles, et quelle est l'importance de ce lien ? Alors effectivement, je le disais tout à l'heure, les startups sont accompagnées au sein du village pour une période de 2 ans. Mais on garde un lien qui est quand même très fort avec elles lorsqu'elles quittent le village. C'est assez nouveau pour nous puisque, je le disais tout à l'heure, on a été ouvert fin 2017. Mais aujourd'hui, ça y est, on commence à avoir quand même un certain nombre de startups qui continuent d'être accompagnées, même si elles ne sont plus dans leur phase initiale des 2 ans. C'est des startups qu'on va appeler simplement des alumni et qui vont bénéficier d'une offre spécifique qui leur permet toujours en fait d'avoir accès déjà au lieu, puisque on souhaite que les startups, même alumni, continuent de venir ici régulièrement, d'échanger avec les startups qui sont en accompagnement en ce moment. Et puis on souhaite aussi quand même qu'elles puissent toujours venir à nos événements,
très régulièrement. Donc on a créé une offre dédiée qui nous permet de garder un lien très régulier avec les événements, donc qu'ils soient physiques ou digitaux, et puis l'accès aux salles de réunion et aux espaces du village. Donc comme tu nous l'as dit plus tôt, vous déménagez fin 2021 dans de nouveaux locaux au Wayspot Partners, c'est bien ça? C'est bien ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur ce projet et pourquoi le village a sa place dans ce nouveau projet et ce que ça va changer pour vous? Alors effectivement, on déménage donc fin 2021 dans un bâtiment qui s'appelle Wayspot Partners, mais qui est inclus dans un ensemble de bâtiments qui s'appelle Wayspot. Donc en fait, dans Wayspot, à ce jour, il y a deux bâtiments. Il y a un bâtiment qui est Wayspot Lab, qui est un bâtiment qui appartient au CEA, et dans lequel il va y avoir tout un tas de sujets qui sont liés à l'innovation ouverte pour le CEA. C'est d'ailleurs dans ce bâtiment qu'on va retrouver le showroom du CEA, qui est un lieu qui est plutôt inspirant pour les industriels lorsqu'ils souhaitent innover avec le CEA, de voir un petit peu le savoir-faire du CEA, mais aussi les collaborations qui ont déjà eu lieu entre le CEA et d'autres industriels, afin de vraiment s'inspirer et de se dire, ok, en quoi je peux innover grâce aux innovations du CEA et les innovations notamment grenobloises. Donc ça, c'est pour le bâtiment Wayspot Lab. Et collé à ce bâtiment, il y a le bâtiment Wayspot Partners, dans lequel sera le village, et qui est un bâtiment qui est vraiment dédié à l'innovation et à l'innovation en lien direct avec les entreprises qui sont situées sur toute l'agglomération et les entreprises qui sont notamment aussi situées sur la presqu'île. Donc au sein de ce bâtiment, il y aura le village pour 2300 m², et il y aura le CEA qui occupera une surface à peu près équivalente aux côtés du village. Et l'idée, ce sera vraiment que ce soit un bâtiment qui soit lié à l'innovation. Et donc le village a toute sa place, puisque finalement, ce sera le village qui accueillera les startups au sein de ce bâtiment. Est-ce que tu peux revenir sur un chiffre important à retenir en lien avec le village? Oui, alors je pourrais donner le chiffre de 17, puisque aujourd'hui nous avons accompagné 17 startups depuis la création du village sur Grenoble. Donc depuis 2017, nous avons accompagné 17 startups qui font donc du coup partie des 600 startups accompagnées par le réseau des villages à l'échelle nationale. Et est-ce que tu pourrais nous pitcher une des nouvelles startups qui est fraîchement arrivée dans la nouvelle promo d'Incubé? Ah, alors j'ai peur de faire du favoritisme. Alors je sélectionnerai une startup tout de même, puisque ça sera plutôt en lien avec son actualité, puisque aujourd'hui elle s'est déjà lancée, mais elle est vraiment en train de s'accroître auprès de toute une communauté, qui est la startup Wimper, qui réalise en fait une application pour l'outdoor. Et l'idée, c'est de dire, bah, tiens, quand on veut planifier une activité outdoor, donc pour le moment principalement l'alpinisme, le ski de randonnée, donc ça va être d'actualité dans les prochaines semaines, on peut télécharger l'application Wimper sur iOS ou sur Android pour planifier son activité. Donc on va avoir des traces, des commentaires, les conditions météo au sommet, tout ce qu'il faut pour vraiment pouvoir partir sereinement en consultant une seule et unique application. Ok, et sur le site, on peut voir que tu es le maire du village. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Quel est ton rôle au sein du village? Alors effectivement, sur les villages BayCA un peu partout en France, il faut s'y habiter. On a le champ lexical qui va autour du village, donc c'est pour ça qu'il y a la place du village, et effectivement, je suis le maire du village. Donc quand on parle de maire du village, c'est simplement que du coup, je suis le responsable du village. Concrètement, en quoi ça consiste? Ça consiste en tout un tas de choses qui sont liées à la gestion du village. Mais dans mes interactions avec les partenaires et les startups, moi je vais surtout avoir le rôle en fait de facilitateur. L'idée, c'est que je vais rencontrer les startups avec une question, et les partenaires d'ailleurs, avec une question qui est toute simple, qui est de savoir en quoi est-ce que le village peut les aider. Et avec cette question ouverte, je vais récolter tout un tas de besoins. Et avec ces besoins, je vais faire les mises en relation qui vont bien, que ce soit avec des partenaires, avec des startups, trouver des solutions, pourquoi pas organiser un événement. En tout cas, voilà, trouver toutes les solutions qui vont permettre de répondre à ce besoin. Donc vraiment, quelque part, maire du village, c'est un rôle d'animateur et de facilitateur au sein du réseau des villages. Et qui c'est qui t'accompagne, ton équipe?
Et du coup, pour m'accompagner dans tout ça, effectivement, je travaille avec une personne qui s'appelle Margot Mignard et qui s'occupe un petit peu de tout ce qui est événementiel et communication. Puisque c'est un aspect en fait qui est hyper important. On évoque depuis tout à l'heure la mise en relation, l'animation, la dynamique de réseau. Et en fait, cette dynamique de réseau, elle existe beaucoup par les événements, qu'ils soient physiques ou digitaux, ou par toute la communication qu'on fait autour. Savoir communiquer sur, justement, tu me posais la question de pitcher une startup qui vient d'intégrer le village, communiquer sur les startups qui intègrent le village pour qu'ensuite ça puisse tilter auprès d'un partenaire qui puisse nous solliciter, voilà, celle-ci m'intéresse, ou ce genre de choses. Tout ça, ça passe beaucoup par la communication et l'événementiel. Et donc c'est vraiment un poste clé et Margot travaille avec moi au quotidien pour animer ce réseau. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos futurs entrepreneurs? Alors oui, j'ai un conseil à donner qui est quelque part tout naturel pour une structure d'accompagnement des startups, mais c'est justement ne pas rester seul et se faire accompagner, que ce soit d'ailleurs par le village. Si c'est par le village, tant mieux, mais que ce soit par quelle que soit la structure d'accompagnement, c'est vraiment d'être accompagné, en tout cas de trouver des personnes avec qui échanger librement de son projet. Parce que c'est vraiment ce qui vous permettra, ce qui permettra aux entrepreneurs vraiment d'avancer, quoi. Donc vraiment être accompagné, parler, échanger, intégrer un groupe avec lequel on puisse échanger librement. Ok, pour finir, il y a l'air de se passer beaucoup de choses sur cette place du village. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Alors je vais en prendre deux. C'est pas forcément des anecdotes. Première anecdote, allez, c'est on a une belle rencontre qui quelque part est un petit peu cliché, mais qui est réelle. Et tout à l'heure, j'évoquais le fait de passer simplement sur la place du village et de rencontrer de façon fortuite un partenaire ou autre. Et c'est une de nos startups en fait qui justement passait sur la place du village pour aller se servir un café. Et qui a rencontré une personne qui galérait avec la machine à café. Ils ont commencé à échanger là-dessus et finalement cette personne qui galérait avec la machine à café se trouvait être un investisseur et qui a investi 6 mois plus tard au capital de cette start-up. Donc franchement, je trouve que c'est une super histoire et qui matérialise vraiment bien justement ce type de rencontre. Et puis une deuxième histoire qui est simplement de dire que on a organisé il y a 1 an de ça à peu près à la fois l'anniversaire d'une start-up et l'anniversaire de son dirigeant qui est tombé à peu près à la même date. Et en fait, c'est plutôt le moment qui est important puisque c'était vraiment un moment qui était festif, qui était à la fois professionnel, mais aussi avec une ambiance qui était vraiment familiale et qui était vraiment top et qui reste vraiment pour moi un souvenir marquant d'un bon moment et sur la place du village et qui reflète vraiment l'esprit du village. D'accord, et merci beaucoup de nous avoir partagé ton expérience, Brice, et puis on se retrouve très vite. Merci.